Alors, j'ai le plaisir donc de passer la parole à Catherine Gauthier. On va parler évidemment des États-Unis. Catherine travaille à l'Université de Santa Barbara. Elle est d'origine physicienne, mais est aussi professeure de géographie. Donc, c'est vrai qu'on montre du doigt les Américains. Alors, que se passe-t-il? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, de m'avoir fait venir de si loin. Je voudrais donc vous offrir un petit peu un regard américain sur cette question climatique. Bien sûr, je vais le faire à grands traits parce qu'on a un peu de temps et je vais essayer de sortir quelques points importants qui ont déjà d'une certaine manière été soulevés dans les présentations précédentes. D'abord, donc, je voudrais placer les États-Unis dans un contexte un peu quantitatif, des choses que vous savez déjà, mais qui, à mon avis, sont importantes de rappeler. Les États-Unis ont des émissions qui augmentent. Voilà, donc ici, de 1960 à 2005, vous voyez que les émissions augmentent relativement rapidement en résultat de l'utilisation de l'énergie. Et ces émissions dominent encore dans le monde. Vous voyez ici, par rapport aux États-Unis, l'augmentation, la croissance des émissions américaines par rapport à l'Europe. Donc, vous voyez que l'Europe a fait déjà quelques progrès, bien que récemment, les choses se soient un petit peu détériorées par rapport aux émissions. Et puis aussi un autre point, si vous regardez les émissions par personne, ça c'était en 2003, exprimé en tonnes de CO2 par an, vous voyez que pour les États-Unis, il y en a environ 20 tonnes par an, alors que le reste du monde est en deçà de 5 tonnes, de l'ordre de 3 tonnes. Mais aux États-Unis, tout n'est pas partout la même chose. Vous voyez qu'au Texas, les émissions sont très très élevées parce qu'il n'y a pas du tout d'économie d'énergie. Il y a beaucoup, c'est un petit peu les cow-boys. Et j'en parlerai. Par contre, en Californie, où j'habite, on fait pas mal d'efforts quant à la limitation de nos émissions. Je voudrais aussi vous montrer comment les États-Unis se passent à l'échelle globale, parce que une chose qui est importante par rapport au changement de température, au réchauffement global, c'est combien de gaz carbonique s'est accumulé dans l'atmosphère. En fait, l'expérience qu'on a actuellement, des changements de température, ça provient de ce qui s'est passé dans les 50 dernières années. Il y a une certaine inertie du système. Donc, c'est important de regarder les émissions qui ont été accumulées. En fait, ici, je montre les émissions accumulées dans les dernières 150 ans et 250 ans. Et vous voyez que l'Europe totale, c'est environ 30%, et les États-Unis, à peu près la même partie. Par contre, le reste du monde, en général, c'est de l'ordre d'une douzaine de pourcents. Sauf si on enlève l'Inde et la Russie et la Chine. Mais de manière générale, c'est quand même l'Europe et les États-Unis qui ont dominé les émissions qui sont donc responsables de ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est important parce que dans le contexte de Kyoto et dans le contexte des négociations, les pays émergents demandent qu'il y ait une espèce de restitution qui soit faite par rapport au changement climatique, c'est-à-dire que les pays qui sont responsables de ce qui se passe actuellement paient pour les impacts climatiques. Par contre, maintenant, si on regarde ce qui se passe actuellement, on voit que les États-Unis ont regardé à peu près ont réduit leur pourcentage, mais par contre, la Chine a pas mal augmenté. Et en fait, en 2007, les émissions chinoises sont à peu près égales aux émissions américaines, et on pense qu'en 2008, elles vont dépasser les émissions américaines. Et l'Europe a diminué un petit peu aussi. Donc, on a déjà parlé de ce problème de charbon, mais je voudrais en reparler vraiment de manière précise par rapport à la production d'électricité aux États-Unis. Ici, on voit un schéma de 1980 à 2030, donc on est à peu près ici maintenant. Et on voit qu'aux États-Unis, c'est le charbon qui est roi, le charbon qui domine la production en électricité. Et vous voyez que les renouvelables sont très faibles. Le pétrole est aussi faible parce que depuis l'embargo, les États-Unis se sont efforcés à limiter l'utilisation du pétrole pour la production d'électricité, le garder principalement pour le transport. Le nucléaire est de l'ordre de 20% et le gaz naturel à peu près de la même taille. Et vous voyez aussi, ce qui est très important, c'est que le charbon est prévu d'être utilisé en grande partie jusqu'en 2030. Ça, c'est
principalement le résultat du fait que ça prend à peu près 25 ans pour rentabiliser une centrale thermique au charbon. Et donc, il y a des plans très grands pour développer ces centrales. Et il y a à peu près environ 170 centrales au charbon qui sont prévues dans les années à venir. Et vous voyez aussi qu'au niveau du renouvelable, pour le moment, ça c'est le plan des États-Unis officiel. Les choses sont en train de changer, mais pour le moment, on ne pense pas encore avoir une grande quantité de renouvelables. On est vraiment dans le charbon. Et comme ça a été dit précédemment, le charbon est le plus gros émetteur des émissions de gaz carbonique. Et vous voyez ce qui s'est passé dans ces dernières années. Le charbon a émis d'énormes quantités par rapport aux autres fuels fossiles, le pétrole et le gaz naturel. Donc, le problème aux États-Unis, c'est vraiment le charbon. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette utilisation du charbon? Et vous pouvez penser que la Chine, c'est la même chose, puisque les ressources de charbon en Chine sont vraiment similaires. Donc, certains des problèmes sont semblables. Maintenant, que fait-on? Que devrait-on faire? Eh bien, il y a un certain nombre de gens qui sont en train de personnes, et en particulier des scientifiques qui se mettent avec des écologistes et avec d'autres personnes pour proposer un moratoire contre la construction de nouvelles centrales thermiques qui sont ce qu'on appelle sales, c'est-à-dire qui ne récupèrent pas le gaz carbonique avant les émissions. Et comme je vous montre ici, c'est les 138 centrales thermiques qui sont proposées. Donc, il y a un mouvement aux États-Unis pour avoir un moratoire, pour arrêter la construction des centrales thermiques au charbon. Mais bon, pour le moment, ça en est vraiment tout au début. Une alternative dont on a entendu parler, c'est si on doit utiliser le charbon, parce qu'en fait, on va l'utiliser, il y a très peu de doute, je pense que le moratoire va avoir du mal à passer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors l'idée, c'est, comme on a vu, c'est de capturer et de séparer la fonction production d'électricité et du carbone lui-même, et de prendre ce gaz carbonique et de le séquestrer dans la terre, dans des formations géologiques ou sous l'océan. Alors dans ces formations géologiques, c'est soit dans les aquifères salins ou dans des anciens puits, dans des anciennes mines de charbon ou des puits de pétrole. Bien sûr, il se pose des questions. Le potentiel de séquestration est énorme, donc il n'y a pas vraiment, enfin au moins aux États-Unis, il n'y a pas tellement de problèmes de ce côté-là. Mais la grande question qui se pose, les grandes questions, c'est quelle est l'intégrité à long terme de ce stockage, parce qu'il peut y avoir des fuites. Et si ce gaz carbonique à très haute concentration, on ne parle pas de la concentration qu'on a actuellement, qui est de 380 parties par million, on parle de concentrations très très élevées qui sont toxiques, qui sont nocives. Donc il faut absolument avoir une intégrité du stockage. Et ça, il y a pas mal d'études qui sont faites actuellement aux États-Unis de ce côté-là, mais on est quand même tout au début. Et la contamination de l'eau, encore une fois, s'il y a des fuites de gaz carbonique et puis potentiellement des accidents. Bon, on peut aussi regarder les émissions d'une manière différente, les catégoriser différemment, comme ça a été fait ici, et on voit qu'il y a trois facteurs principaux qui dominent dans les émissions. Il y a le bâtiment, les transports et l'industrie. Et on voit encore une fois par rapport au temps que le bâtiment a augmenté. Et ça, c'est quand même quelque chose dont on a pris conscience récemment en regardant les données un peu différemment, c'est que le bâtiment est très émetteur de gaz carbonique. Et donc, qu'est-ce qui est proposé d'être fait actuellement? Peut-être mettre le micro plus comme ça. Oh, voilà. pardon. Merci pour me... Qu'est-ce qui est proposé de faire actuellement? Il y a l'Association nationale des architectes aux États-Unis qui a proposé ce Architecture 2030 Challenge, c'est-à-dire, étant donné que les bâtiments représentent un potentiel de réduction énorme d'émissions, de réduire les émissions dans ces bâtiments et de réduire de telle sorte que les émissions soient neutres en 2030. Donc ça veut dire que tous les nouveaux bâtiments seraient pratiquement carbone neutre au fur et à mesure qu'ils sont construits, et rétroactivement d'aller traiter les anciens bâtiments de manière à limiter leurs émissions. Donc le but, c'est en 2030 de limiter ces émissions à zéro. Et alors pour ça, il y a bien sûr un certain nombre de stratégies qui concernent une meilleure isolation, l'utilisation du solaire passif et actif, utilisation beaucoup
plus importante de la lumière naturelle, de la ventilation naturelle, le landscaping, c'est-à-dire de planter des arbres de manière à protéger les bâtiments, et de sélectionner des matériaux qui sont très peu émetteurs au niveau de leur formation. Maintenant, on avait vu donc qu'il y avait bâtiment. Le deuxième facteur, c'était le transport. Alors, quels sont les efforts que les Américains font au niveau du transport? Ils sont principalement concentrés sur l'automobile. Une des raisons, bon, c'est bien sûr que le transport est responsable de au moins 2/3 de la consommation de pétrole et que les États-Unis sont vraiment très loin derrière tout le reste du monde au niveau de la consommation automobile. Ici, c'est exprimé malheureusement pour l'explication ici en miles par gallon, mais il faut penser que 40 000 par gallon, c'est 6 litres au 100 environ. Donc 30 000 par gallon, 20 000 par gallon par exemple, c'est 3 litres au 100. Excusez-moi, 12 litres, 6 litres et 3 litres au 100 au niveau de l'échelle. Donc ça va dans le sens inverse et vous voyez que les États-Unis sont vraiment loin derrière tout le monde, derrière l'Europe, derrière le Japon, même derrière la Chine, le Canada et l'Australie. Et que ce qui a été voté récemment au Congrès, c'est-à-dire d'améliorer la consommation, à la faire descendre à 40 000 par gallon, c'est-à-dire à 6 litres au 100 en 2020, c'est loin, c'est-à-dire ici, c'est loin de ce qui existe déjà ailleurs. Il faut bien vous dire que les Américains et leur automobile, c'est très très important. Tout le développement urbain et périurbain a été fait autour de l'automobile, comme vous le savez. Enfin, le président Bush a quand même réagi récemment en proposant d'améliorer donc l'efficacité des automobiles. C'est vraiment très nouveau, parce que jusqu'ici, il y avait eu beaucoup d'opposition à améliorer cette efficacité, d'agrandir et d'expandre la biomasse, l'utilisation de la biomasse des agrocarburants, et aussi de développer les piles à hydrogène, c'est-à-dire d'utiliser l'hydrogène comme un transporteur d'énergie, pas une énergie primaire, mais un transporteur d'énergie. Donc les solutions qui sont proposées et qui sont déjà adoptées, c'est les voitures hybrides. En fait, en Californie, et les voitures électriques, en fait, en Californie, on voit beaucoup maintenant de voitures hybrides. Ce n'est pas encore le cas partout aux États-Unis, mais il y a une augmentation énorme des voitures hybrides. Et puis l'utilisation des agrocarburants, de l'éthanol et du gaz naturel dans les automobiles. Alors, je voudrais juste faire un commentaire par rapport aux biocarburants qui sont en train de se développer un petit peu partout dans le monde. Il y a eu récemment un rapport qui est sorti du Earth Policy Institute qui a montré que la croissance rapide qui a lieu actuellement au niveau des agrocarburants en utilisation du maïs, qui est le résultat des subventions qui ont été données à l'agrobusiness, sont telles qu'il y a un grand nombre, environ 75 raffineries qui sont en construction et que le résultat de tout ça, c'est qu'on aura beaucoup plus de production que ce dont on a besoin et qu'il y a un risque de décroissance de l'exportation du maïs. Il faut se rappeler que les États-Unis sont le premier exporteur de maïs au monde avec 70% d'exportation, ce qui veut dire que si on utilise le maïs pour l'agrocarburant, il ne sera pas disponible pour l'exporter vers les différents pays du monde, et on voit déjà un impact sur l'alimentation mondiale. En particulier, vous avez sans doute entendu parler des tortillas au Mexique, où le prix est tellement élevé où le prix est actuellement très élevé. Et puis aussi, ça pose ce qui est le problème plus centré sur les Américains, la rentabilité de ces raffineries. Et bien sûr, les bénéfices qui sont associés à ces raffineries dépendent du prix du pétrole. Donc, au niveau des énergies renouvelables, je vais vous expliquer qu'aux États-Unis, la proportion d'énergie renouvelable est relativement faible, de l'ordre de 6 ou 7%. Bien sûr, elle est en augmentation, mais pas énormément pour le moment. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans les nouvelles technologies, et je parlerai un petit peu de ça dans une minute. Pour le moment, l'énergie solaire est principalement centrée sur l'habitat, et encore une fois, en Californie, on voit une énorme augmentation des panneaux solaires. Dans ma rue, tout le monde a des panneaux. La moitié des gens ont des panneaux solaires et des voitures hybrides. Et on pense à utiliser des voitures, ce qu'on appelle des plug-ins, c'est-à-dire on utilisera nos panneaux solaires pour recharger notre voiture la nuit. Et on est vraiment très proche de cela actuellement. Au niveau éolien,
C'est principalement pour la génération d'électricité, augmentation du parc éolien, mais j'ai rencontré récemment un investisseur dans l'éolienne qui m'a dit que le problème auquel il faisait face, c'était la disponibilité de l'acier, parce que maintenant les éoliennes sont en compétition avec les utilisateurs d'acier. Alors à chaque fois qu'on développe quelque chose un peu plus rapidement, on trouve un nouveau problème. On fait face à un nouveau problème. Énergie géothermique, elle existe, elle est limitée à quelques régions, surtout dans l'ouest des États-Unis. Bon, la biomasse, j'en ai parlé. L'accent principal aux États-Unis, c'est sur la biomasse qu'on appelle de génération, l'éthanol cellulosique. Et dans ce cas-là, il y a encore une fois beaucoup de recherches. BP vient de donner 200 millions de dollars à l'Université de Californie à Berkeley pour faire de la recherche dans ce domaine. Bien sûr, ça pose des problèmes, comme on a vu, du prix de la nourriture, des problèmes associés à l'eau pour faire croître ces plantes énergétiques, des engrais, est-ce qu'on utilise des engrais, et puis l'introduction d'OGM. Il y a bien sûr d'autres solutions énergétiques. L'énergie nucléaire n'est que de 20% et n'augmentera sans doute pas beaucoup dans l'avenir, mais il y a quand même une pression de la part du gouvernement pour l'augmenter, mais beaucoup de résistance dans la population. Il y a un partenariat actuellement qui est en train de s'établir avec les pays producteurs d'énergie nucléaire pour faire de la recherche sur l'utilisation des combustibles usés, pour regarder comment on peut faire de l'énergie nucléaire plus propre, et puis surtout pour la gestion des déchets. Le gaz naturel est une autre source qui est pour laquelle il y a une pression importante aux États-Unis, en pensant que dans les 10 prochaines années, avant que les énergies renouvelables puissent prendre le relais, on va utiliser beaucoup plus de gaz naturel parce que les émissions sont plus faibles. Bon, on a parlé du charbon propre, les problèmes des nouvelles technologies, et je voudrais quand même apporter un autre élément dont on n'a pas parlé actuellement, c'est-à-dire l'utilisation des schistes bitumeux. C'est du goudron, si vous voulez, qui est immiscé au milieu de la terre, au milieu du sable, et qui peut être extrait. Et en fait, il y a des ressources énormes au Canada et au Venezuela. Et il y a des investissements énormes qui sont faits par les compagnies pétrolières pour utiliser ce schiste bitumeux. Et son utilisation requiert beaucoup d'énergie. Parce c'est la même chose que de dégoudronner une plage, si vous voulez. Donc enlever le goudron et ensuite le raffiner. Et donc le bitume. Et moi je pense que c'est très important d'en parler, que les gens soient au courant de ça, parce que je sais que par exemple Total a eu des investissements, mais toutes les compagnies pétrolières ont des investissements au niveau de ces schistes bitumeux. Bon, pour finir, je voudrais parler un petit peu de comment les perceptions américaines ont changé par rapport aux risques climatiques. Il faut se dire que, comme vous le savez, on a quand même pointé les Américains qui ont refusé de ratifier le protocole de Kyoto. On met tout l'accent sur le président Bush, mais quand même le Congrès américain en 1997 a voté à 95-0 pour la ratification, c'est-à-dire contre la ratification du protocole de Kyoto, à moins que les Chinois participent. Donc tant que les Chinois ne participeront pas à Kyoto ou à ce équivalent, les Américains ne ratifieront pas, que ce soit un républicain ou un démocrate, ou un congrès républicain, un congrès démocrate. Donc tout n'est pas dans le camp du président Bush, les autres politiciens sont impliqués. Jusqu'en 2003, les Américains pensaient que les risques étaient assez modérés pour les États-Unis et que l'impact était éloigné géographiquement, c'est-à-dire qu'il ne s'appliquait pas aux Américains et que c'était pour les autres, chez les autres. Mais enfin, l'ouragan Katrina a quand même ramené les choses un petit peu localement. Ils ont réalisé peut-être qu'il y avait un problème pour eux aussi. Et puis, bien sûr, il y a l'action du vice-président Gore, président peut-être, il aurait été président, qu'il a été élu. Mais vous voyez que la perception a quand même beaucoup changé. C'est entre 2006 et 2007, un changement très très radical de perception des Américains par rapport au changement climatique. Donc c'est assez positif. Je voudrais faire quelques commentaires sur le caractère américain, comment la stratégie américaine est reliée au caractère américain, est reliée à la société américaine. Comme il n'y a pas de leadership au niveau fédéral,
Il n'y a donc pas de coordination nationale, mais énormément d'actions qui sont faites à tous les niveaux, au niveau des régions, au niveau des États, au niveau des villes, avec des signatures de Kyoto qui ne sont pas légales vraiment, mais qui sont symboliques par les États et par les villes. L'attitude américaine, comme j'ai expliqué précédemment, de cow-boy, d'aller vers l'avant comme des aventuriers et d'entreprendre. Il faut bien se dire que maintenant, il y a énormément d'investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent dans le développement durable et qui se plaignent en fait qu'il n'y a pas assez de projets. Il y a des investissements de plusieurs milliards de dollars qui sont prêts à être mis dans ces nouveaux projets. Bien sûr, les solutions aux États-Unis seront basées sur l'économie de marché, et parce que les Américains refusent de toute façon tout impôt. Les solutions technologiques seront celles qui seront adoptées. D'abord, les changements d'attitude, c'est plus difficile aux États-Unis, mais il faut bien aussi se dire qu'une fois que les Américains sont convaincus, ils sont capables d'agir très rapidement, beaucoup plus rapidement peut-être qu'en Europe. J'ai aussi quelques points que je voudrais faire sur comment la position américaine reflète la société américaine. Les jeunes sont très actifs actuellement, comme le sont les enseignants. Voici une image d'une manifestation qui a lieu au début octobre, 80% de réduction en 2050. Important aussi, je voudrais soulever quelques différences significatives. L'importance de la religion aux États-Unis. En fait, un des tournants a été réalisé parce que les leaders religieux ont finalement décidé que c'était important de modifier leur attitude par rapport au changement climatique. Et on pourrait développer un petit peu. L'importance de l'action judiciaire. Il y a beaucoup d'actions judiciaires qui sont entreprises actuellement avec les constructeurs automobiles qui poursuivent la Californie qui poursuit le gouvernement fédéral pour ne pas lui permettre de réduire les émissions, d'établir des lois pour réduire les émissions, et d'autres sortes de procès de cette sorte. Donc c'est encore une fois différent d'ici. Je ne vois pas tellement d'action judiciaire ici. Et puis, bon, les Américains sont les Américains, donc ils sont convaincus qu'ils sont les leaders et puis qu'ils le resteront, et ils vont tout faire pour le rester. Donc il y a énormément d'investissements dans ces nouvelles technologies. Et quelque chose peut-être un peu différent, ils commencent un petit peu à regarder à l'extérieur. J'ai participé à une conférence récemment où on a fait venir des Européens pour leur demander des conseils sur comment mettre en place une économie basée sur l'échange de carbone, l'économie du carbone. Bon, enfin, donc, pour terminer, on peut voir qu'il y a un espoir pour l'avenir. On voit une émergence, et j'ai utilisé volontairement ce terme qui est un terme scientifique dans des systèmes compliqués, l'émergence d'une société américaine qui est consciente des problèmes, qui est consciente de la nature, de la dimension et de l'urgence du problème, qui est prête à agir un petit peu dans toutes les directions, mais prête à agir, et qu'il y a un certain nombre d'actions immédiates qui sont envisagées, et je pourrai en parler plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Bravo Catherine Gauthier.